partie d'un projet qui s'appelle Transcultural Europe in the Global World, l'Europe transculturelle dans le monde global. Je vous montre ici les sites et je vous les montre parce que je ne vais pas vous raconter tout sur le projet. Vous pouvez avoir des informations donc, sur ce site. Donc l'acronyme est transeu-parinantera.fr. Vous avez la présentation en anglais, les programmes, vous avez l'équipe scientifique à besoin du projet et surtout les autres informations sur ce site très bon. Alors juste un mot sur ces projets. Je rappelle que Grassa coordonne avec moi ces projets européens. C'est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Jean Monnet. C'est un projet qui, à cause de la pandémie, a été retardé, a lancé avec beaucoup de retard. Mais vous trouverez sur le site la présentation qu'on a faite au mois d'avril dernier, la présentation qu'on a faite à distance, en vidéoconférence. Donc vous avez toutes les présentations. Et vous aurez très bientôt aussi sur le site les enregistrements de deux premiers séminaires qu'on a organisés. L'un à l'Université de Cagliari, c'était fin septembre. Et les deuxièmes à Coimbra, au Portugal, il y a 2 semaines. Il y aura ensuite un séminaire à l'Université de Prague au mois de mars, et début avril plutôt, et un séminaire à Rome au mois de mai. Il y aura un gros colloque de clôture ici à Nanterre en novembre prochain, fort probablement accueilli par la mairie de Paris dans ses locaux et à Nanterre. Et voilà, et j'espère que vous serez tous là l'année prochaine après ces séries de séminaires. C'est donc aujourd'hui le 3e rendez-vous de ce projet et je ne vous raconterai donc pas dans les détails, je voudrais simplement vous dire que ce projet est parti d'une double conviction. La première est que l'Europe pourra jouer un rôle d'autant plus important dans le monde global qu'elle saura valoriser son potentiel transculturel en les considérant une richesse et une ressource. La seconde conviction est que la circulation de plus en plus intense des personnes et des idées, et pas seulement des marchandises, peut favoriser la porosité des cultures et les processus de transculturation et de construction identitaire. Je vous redis cela parce qu'il me semble que la Commission européenne qui a retenu ces projets, qu'il est très important que l'Europe ait retenu un projet comme celui-ci, d'autant plus que dans la motivation qui a justifié les financements à ces projets, elle a souligné que ces projets abordent, je vous cite ces mots, une problématique cruciale aujourd'hui en Europe, la nécessité de réconcilier les discours traditionnels sur l'héritage commun avec la diversité culturelle, ainsi que la nécessité d'élaborer des stratégies permettant à chacun de vivre dans des contextes différents de celui de ses origines. Je dirais que c'est un peu le cœur de notre projet, et le fait qu'il soit reconnu par l'Union européenne aujourd'hui, c'est quand même, d'après moi, un signe assez positif qui nous vient de l'Europe. Je voudrais juste ajouter que c'est un projet pluridisciplinaire, pas seulement parce qu'il couvre plusieurs aires linguistiques. Je vous ai nommé les collègues de Prague, de Coimbra, de Rome et de Rome, mais il y a aussi des collègues roumains, des Pays-Bas, d'Espagne, donc de République tchèque, qui font partie de notre réseau. Ils sont des philosophes, anthropologues, sociologues, géographes, des spécialistes des sciences politiques, de littérature, d'études européennes, etc. Donc ce sont des collègues de disciplines différentes qui s'intéressent tous, dans leur propre discipline, au dialogue interculturel dans les cadres européens et à la narration et aux représentations de la diversité culturelle.
Les séminaires, enfin l'atelier d'aujourd'hui, qui devait être la deuxième partie de la présentation qu'on n'a pas pu faire en présence, c'est très important parce qu'il touche un aspect qui ne sera pas vraiment toujours abordé dans les autres séminaires, celui de la langue, du plurilinguisme. Donc je laisse grâce à continuer dans la journée, enfin dans l'après-midi. Merci. Merci beaucoup à tous. Alors ça ne va pas du tout être, je ne vais pas être là et puis tout le monde va rester assis, ça va bouger. Alors il s'agit d'un atelier et je ne peux pas vous dire exactement tout ce qui... J'ai un programme, mais c'est un atelier qui va arriver. Voilà, je ne peux pas dire que... Voilà, on va laisser un temps de flottement, de doute aussi, de se tromper. Parce que le problème que nous avons par rapport à la question linguistique, c'est toujours celui de la langue parfaite, de la langue pure. Et bien là, nous allons justement travailler tout ce qui paraît non convenable, l'impur, le dédoublement, les variantes, etc. Puisque tout ce travail que vous avez vu, cette performance que vous avez vue là tout à l'heure, c'est le fruit d'un long travail avec mes collègues. Alors je vais vous demander si vous voulez bien de venir là. Hein. Et alors deux collègues d'étudiants aussi, du master au doctorat, deux collègues qui sont de l'équipe ici à Nanterre, mais aussi deux collègues qui viennent du Brésil. Et peut-être je vais vous demander, si vous voulez bien, hein, José Manuel aussi. Et alors cet après-midi, peut-être je vous présente, si vous voulez bien venir, hein, venez vous venir. Alors, simplement, je vais vous présenter rapidement la structure de l'après-midi. Donc, on a eu cette première partie. Là, maintenant, nous allons parler, nous, rapidement, un petit peu de ce travail. En deuxième, ensuite, nous écouterons nos collègues qui ont accepté de contribuer avec nous pour cet après-midi, nos collègues du CET, qui viennent du département de français pour étudiants étrangers, qui présenteront leurs travaux et aussi un atelier très particulier qu'ils mènent. Et à la fin, nous aurons un travail en commun, plurilingue, à partir d'extraits des textes que vous avez entendus cet après-midi, parce que cette performance un peu multiforme, qui s'appelle Refugius, donc avec tout ce que ça peut sous-entendre comme thématique très à l'ordre du jour, tout est tiré de la poésie d'une poétesse portugaise qui s'appelle Filipa Leal. En français, ça fera Filipa Leal. Vous voyez déjà, c'est un son complètement différent. Qui a été traduite en français par Sonia da Silva, et qui a été traduite, donc nous avons pu travailler comme ça entre les deux langues. La question de la traduction, c'est quelque chose qu'on évoquera aussi, puisque tout se fait dans le passage entre deux langues. Et c'est notre collègue José Manuel Esteves qui nous a suggéré cette grande auteure, autrice même, qui nous a vraiment accompagnés toute l'année. Et pour tout ce que vous avez entendu n'est que sa poésie, y compris les deux poèmes que j'ai lus sur l'Europe. C'est des textes d'elle. Et donc vous voyez bien, c'est une poésie très, très, très en phase aussi avec notre réalité, hein, du quotidien. Et c'est aussi une poésie finalement très engagée. Hein. Donc c'est un peu sur tout cela. Et toute l'année, nous avons donc, au départ, il a fallu sélectionner, déjà il y a un livret assez épais, donc il a fallu sélectionner des textes. Puis nous les avons malmenés. Parce qu'en fait, dans ce travail-là, dans tout le travail que nous faisons d'ailleurs, en général, on ne respecte pas la langue. On décide que c'est une chose qui est à nous, et on la manipule, on la triture, et une fois qu'on se sent libre avec elle, c'est là qu'on arrive justement à bien la faire éclore et à bien pouvoir être encore physiquement avec elle, et avec le mouvement, et être en cohérence avec quelque chose qu'on a construit finalement ensemble toute l'année, et on a la sensation en fait tous d'être un corps uni autour de cette chose que nous avons produite, et aussi après des individus qui ont... Alors je vais peut-être, si vous voulez bien, je vais leur passer un petit peu la parole pour qu'ils disent un peu qui ils sont. Parce que ce que nous sommes, c'est aussi notre façon de parler, notre façon d'être, la langue que nous parlons, elle est liée avec ce que nous sommes, avec notre parcours de vie. Et en général, dans les cours que nous faisons, nous, professeurs de langue, eh bien, on ne part jamais de la personne que nous avons devant nous, nous partons toujours de la langue, comme une sorte de chose qu'il faut atteindre. Bien sûr, il y a la grammaire, il y a toutes ces choses-là, mais il y a une sorte c'est comme si c'était un monument qui nous avalait, et parfois, on est tellement mal avec ce monument qu'on n'arrive pas à atteindre, qu'on peut avoir honte de parler, on peut se sentir complètement décalé, et donc, nous travaillons à l'envers, nous partons
ces langues. Alors, peut-être, je vais commencer par Daniel Gomes, qui est un collègue post-doctorant. Mais Daniel, il est là depuis déjà combien de temps, Daniel? Tu peux peut-être enlever un peu ton masque là. Je suis ici presque 3 ans. 3 ans, non 2 ans et demi, je trouve. Je suis brésilien. Au Brésil, je suis professeur là-bas au Brésil. Et le Brésil passe maintenant par un moment difficile en termes politiques. Surtout pour nous qui travaillons avec ces cadres de littérature, théorie, philosophie et sciences humaines, on pourrait dire. C'est difficile maintenant au Brésil. Et pour moi, c'est un moment très, très important, cette possibilité. Je remercie Agatha pour cette possibilité d'être là. Et pour moi, personnellement, ces moments que j'ai passés ici, les dernières années, depuis 2020, c'est ça qu'on a commencé. Pour moi, je peux dire sûrement que c'est le moment plus révolutionnaire de ma vie. Parce que j'étais en train de découvrir trop de choses sur moi-même, sur ma subjectivité. Le théâtre, c'est pour moi, ça tombait à pic, comme on dit. Dans un moment de ma vie de découverte très extrême. Par exemple, un truc qui s'est passé avec moi en termes cliniques, c'est que je sais maintenant que je suis autiste. Je ne savais pas. C'est un truc pour moi que c'est mélangé avec le théâtre en fait. Il a découvert de ma intonation, de ma voix, l'expression, la lumière, tout ça qui s'est passé, la respiration, tous les exercices corporels, tout ça qu'on a passé, pour moi c'est, comme je dis, un moment révolutionnaire de ma vie. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, en fait, c'est aussi ce que je voulais... Nous avons parlé ici, bon, nous avons parlé bien sûr, essentiellement entre nous le français, mais nous aurons conscience que nous ne parlons pas tous le même français. Donc, nous aurons des variantes du français, mais de la même façon du portugais. Donc Daniel, il vient de parler de sa région, c'est au sud du Brésil, Paraná. Voilà. Donc il parle... Curitiba. Voilà. Le Brésil, c'est un continent. Donc oui. Il y a forcément des abordages de la langue complètement différents. Et donc, c'est intéressant, justement, se passe la parole à Olga, qui est aussi brésilienne, mais qui est... Donc... Excusez-moi. Bonjour. Je suis ravie d'être là et je suis ravie de faire partie de cette présentation, de ces groupes de théâtre. Et aussi, j'étais prof de langue au Brésil avant de venir en France et maintenant je fais mon Master 2 ici. Donc je trouve que c'est quand même, il y a des expressions qu'on vient d'apprendre, on vient de découvrir aussi avec le théâtre et avec les textes de Philippe Aleal. Donc je trouve que c'est très, très important, les variantes, les variations de comment on parle le portugais et le français. Pour moi, spécialement, quand on parle, on dit un peu d'air entre nous, un pouco de ar entre nós. Pour moi, c'était plus difficile pour moi parce que comme prof de portugais, de français au Brésil, j'ai jamais entendu cette façon de dire cette phrase. Et aussi, je me suis mis devant le miroir pour répéter à chaque fois un peu d'air entre nous, un peu d'air entre nous. Donc après, je me suis angoissée, mais ça sort. Et donc, on a différentes variations, différentes façons de parler un peu d'air entre nous et un pouco de ar entre nós. En fait, ce qui est difficile quand on passe du portugais au français ou du français au portugais, le E en portugais, pour un portugais, c'est horrible. Parce que le son le plus proche, c'est O. Ça fait un O, plutôt qu'un peu. Hein. Voilà. Ou U qui devient OU. Hein. La rue et la roue, c'est le même. Il y a ces difficultés-là. Et le pire, je pense, quand même, c'est en. C'est cette chose-là qu'on fait en français. En portugais, c'est un le plus proche. Donc, si je vais à Saint-Quentin, et si j'ai 50 ans, ça fait Saint-Quentin, Saint-Quentin. Donc, c'est des choses qui sont pas... Voilà, c'est notre instrument et ça fait ça. Alors, oui, moi je suis portugaise. Je suis arrivée en France quand j'avais 14 ans.
Et donc, pour moi, je n'avais pas de problème enfin, pour m'exprimer en portugais. Du coup, ça m'a aidé pour le français, en fait, de ne plus avoir peur de prononcer voilà, ces petites différences que Graça vient d'évoquer. Ce sont des choses que pour quelqu'un comme moi qui n'est pas de langue maternelle française, des fois il faut être bien concentré pour pas dévier, voilà, pour bien prononcer. Et puis au-delà de la langue, c'est aussi on travaille aussi le rapport avec le corps, en fait, entre la langue et le corps, et c'est très important. Ça m'a beaucoup aidé lors de mes présentations, en fait, de mes prises de parole, que ce soit en direct ou que ce soit même en ligne, en fait. On ne se rend pas compte, mais la posture, la respiration, tout ça, c'est très important. Et donc ça m'a énormément aidé aussi, ce côté-là. Oui, ce qui est important aussi, c'est le fait qu'on passe d'une langue à l'autre, et là on l'a vu dans la performance, c'est que la même personne qui chante, lorsqu'elle change de langue, elle n'a pas la même voix, et elle ne porte pas la langue, on ne bouge pas de la même façon avec les langues. Et en fait, nous sommes tous plurilingues. Parce qu'aussi l'idée de dire que pour le bilinguisme, il faut être absolument parfait dans une langue et dans une autre, ça c'est pas vrai en fait. D'abord, on a toujours une langue qui domine plus que l'autre. Et ensuite, on est tous plurilingues, on a tous plusieurs langues. On arrive, même si on ne parle pas, moi je ne suis pas une très bonne en anglais, mais ça fait rien, j'estime que je capte quand même. Et donc, simplement ensuite, ce qui est important, c'est de prendre conscience que nous sommes comme un instrument en fait qui peut varier, c'est comme pour la musique. On peut apprendre et avancer. Alors, Madame. Bonjour, je m'appelle Vera et comme la plupart de mes camarades, je suis arrivée en France il y a 5 ans, j'avais 16 ans. Et il y a eu tout ce processus d'apprentissage de la langue française. Et c'était ça que Graça évoquait tout à l'heure avec les sons. C'était une grande difficulté pour moi. Notamment avec le U, c'était traumatisme avec le U, parce que justement, je sais que les personnes disaient U, mais moi, je ne reconnaissais pas, moi j'entendais OU tout le temps, OU, et je disais OU tout le temps. Et aussi pour évoquer l'exemple de Marianne, quand on passe d'une langue à une autre, et ici c'est super le travail qu'on fait dans l'atelier. Quand on change de langue, on ne va pas dire exact, enfin c'est impossible de le dire de la même manière, la même phrase en français par exemple, ou en portugais ou n'importe quelle langue. Et ça c'est le travail qu'on fait, surtout ici, c'est de trouver, parce que cela ne va pas de soi, c'est vraiment trouver à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas faire les choses de la même manière. Et ça c'est très important le travail qu'on a fait dans l'atelier. Et aussi pour moi, comme au niveau personnel, le travail que j'ai fait avec Graça depuis que je suis en France, c'était très important parce qu'à l'époque, forcément, je ne savais pas du tout parler français, je n'avais aucun contact avec le français. Et c'était une manière d'arriver à parler aux gens parce qu'à l'époque, forcément, c'était l'âge d'adolescence. Moi, j'étais la seule étrangère. Forcément, j'avais pas très envie de parler en public parce que je sais que les personnes allaient demander « Ah, tu as un accent, tu viens d'où ?» Et de quoi, chaque fois, j'évitais un peu de parler pour ne pas avoir toutes ces questions tout le temps. Et ça, c'était très important avec Graça parce que vraiment, je parle le français comme ça, comme je parle, et j'ai plus ce complexe que peut-être que j'ai eu auparavant. Christiane, peut-être aussi. Moi, je n'ai pas de cursus universitaire, mais je suis née en France, mais d'origine portugaise. Mes deux parents, paix à leur âme, ne sont plus, mais j'ai toujours fait, ça a toujours été important pour moi d'étudier le portugais et le français. Donc j'ai toujours eu ça en parallèle depuis petite. Sauf qu'en 1999, suite au décès de ma maman, je suis partie au Portugal et j'ai quitté la France pendant 15 ans. Et quand je suis revenue,
et ben j'ai pas eu de problème pour parler en français, mais je parlais un français décalé. Donc le théâtre, ça m'a aussi un petit peu aidé à me remettre au goût du jour, à parler le français moderne d'aujourd'hui, parce que je parlais le français d'il y a 15 ans. Et, oui, avec la technologie, on dit en mode 2, mes darons. J'étais complètement... Oui, un truc de ouf, mais plein de langage, à tel point que des fois j'arrivais à la maison et je demandais à mon frère qui a toujours vécu à Paris, mais ça veut dire quoi ça? Les médarons, je ne comprenais pas. Voilà, donc c'est aussi, tout en parlant bien le français, en parlant bien le portugais, j'ai toujours... des fois, c'est pas facile et le théâtre, ça aide aussi à se concentrer, à se taire parfois. Quand il faut se taire, voilà. Merci beaucoup. Alors ensuite, j'ai deux collègues très précieux, grâce auxquels nous pouvons faire ce bricolage. Alors, Gonçalo, qui est, bon, Gonçalo et José Manuel, Gonçalo Coudet et José Manuel Esteves, José Manuel Esteves et Gonçalo Coudet. Donc, nous sommes donc au département de portugais et aussi au CRIUS, parce que tout ça, c'est aussi, il y a une recherche que nous menons. Il y a ce côté pratique, mais aussi tout un travail de recherche et de réflexion autour de cette, je dirais, de cette expérience, parce que tout est toujours une progresse, c'est absolument pas, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de modèle, on le trouve en faisant, on avance en faisant. Et Gonçalo, qui a ici une place importante aussi comme acteur, je veux vous dire aussi qu'il est chanteur, parce que ce spectacle, normalement, il a 3 autres parties que vous n'avez pas vues aujourd'hui. Il y a une partie au piano, il y a une partie chantée, il y a une partie déclamée aussi, et que vous n'avez pas vue aujourd'hui parce que ça aurait été trop long, et donc on s'est focalisé sur la performance. Mais Gonçalo chante aussi également très bien, mais je vous donne la parole. Bon, pour une prochaine fois. Pas vous chanter. On ne l'a pas préparé. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire là, ce que Graça vient de dire. Ce qui me plaît énormément dans le travail que nous menons ici, c'est le fait que le texte soit toujours notre point de départ, le texte littéraire. Mais on n'a pas une approche monumentale du texte. Le texte devient une matière vivante, un espace qu'on peut traverser, qu'on peut habiter avec nos corps, nos voix, nos individualités. Et ça nous rend à nous tous co-créateurs de ce texte. Donc c'est un élément très très important pour le travail que nous faisons. Et je crois que l'univers littéraire de Filipe Leal, il se prête aussi à ce type d'exercice. Parce que Filipe Leal a une poésie qui refuse une vision figée du monde. Elle adhère plutôt à un monde pluriel, où le sujet est toujours en train de négocier son espace, ses appartenances, sa valeur, son parcours. Sur tous les points de vue économiques, sociaux, politiques, linguistiques, intellectuels, esthétiques. Donc le texte, dans la façon dont nous le concevons, et aussi l'univers particulier de Filipe Leal, nous donne la possibilité de rendre cette expérience très très vivante. Donc le texte, il a une matérialité qui se fait aussi de nos corps, de nos présences, et ça c'est vraiment important. Et ça traduit aussi la façon dont nous concevons le passage entre les langues. Voilà. On le fait avec nos corps, avec nos voix, avec nos individualités, et en le faisant d'une façon créative. Donc on puise sur les ressources de la créativité. Voilà, donc le texte, il ne nous renferme pas, il ouvre des horizons pour nous. Et c'est ces changements de perspective dans la façon dont nous travaillons avec le texte qui me semble extraordinaire.
dans ce qui concerne le travail que nous faisons ici. Alors, vous n'avez pas vu aujourd'hui en action notre collègue José Manuel, mais c'est un très bon comédien aussi. Oh. Et il chante aussi, je dois dire. Alors, normalement, il est en fait, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que cette production-là, elle vient d'un festival que nous avons depuis maintenant 15 ans, qui s'appelle Parfum de Lisbonne. C'est un festival d'urbanité croisée entre Lisbonne et Paris et Lisbonne, et qui incorpore ici, depuis que je suis à Nanterre, qui incorpore notre département, le Cribus aussi. Et donc nous avons déjà joué cette performance plusieurs fois dans Paris, on a joué au Portugal, et José Manuel est conseiller littéraire de notre festival. Et donc c'est à la fois aussi à ce titre-là que j'aimerais bien éventuellement te dire quelques mots, et aussi par rapport, parce que José Manuel, ça fait très très longtemps qu'il a réfléchi aussi sur ces questions de la pédagogie d'enseignement, etc. Donc à toi maintenant de dire ce que tu as. Merci Grace, merci à tous. Donc mon rôle, c'était vraiment, comme Grace l'a défini, donc c'est plutôt chaque année de trouver un auteur, ce cas, nous pensons à ce qui est aussi les tendances de la poésie portugaise contemporaine, des thèmes, des motifs. Et là, c'était vraiment une écrivaine qui est une, au fait, elle est une journaliste culturelle, donc qui a encore des programmes de télévision. Elle a une formation en lettres, ce qui change beaucoup aussi sa vision de la poésie. Elle connaissait très bien la poésie portugaise, mais pas que cette poésie. Et donc, c'est une poésie qui est traversée vraiment par le quotidien, et pas seulement par le quotidien de portugais de cette société. On a bien entendu, par le choix des poèmes, qu'il y a ici un dépassement, une appartenance vraiment en espace plus large, et toute une réflexion sur cet espace. Ces poèmes que nous avons entendus sont sortis dans un livre qui s'appelle Vem à quinta-feira, Viens le jeudi, donc ce sera demain, qui n'est pas encore traduit, mais enfin publié, la traduction, mais qui a été faite après, à Berlin, il y a eu une rencontre d'écrivains, plutôt de jeunes écrivains, vers 2015, où ils étaient invités à réfléchir sur l'Europe. Et une grande partie de ces poèmes, notamment le poème Europe, que Grace a lu, sort de cette rencontre à Berlin. Et donc c'est vrai que au-delà de ce quotidien plus proche de nous, il y a toute une réflexion sur cette Europe qui est au cœur de notre projet, le projet Jean Monnet. Vraiment cet espace où il y a des décideurs, il n'y a pas forcément, qui ne sont pas forcément à l'écoute de tous les problèmes que Gonçalo a déjà évoqués, qui traversent la poésie de Philippe, du point de vue culturel, politique, social. Et c'est vrai que très naturellement, plutôt grâce à Gonçalo, on fait ce travail de lecture, et peu à peu, dans cet ensemble de poésie de Philippe Aliat, Grace est arrivée à cette idée de refuge et plutôt d'une thématique qui est ressortie, la question donc des migrants, qui est au cœur aussi de notre atelier, et de voir dans cette Europe à deux vitesses, et qui a forcément des personnes qui ne sont pas entendues et qui ne sont pas encore au cœur de toutes les décisions politiques. Donc voilà, c'était ça qui nous a fait choisir Philippe Aliat. C'est une poésie qui vient au-delà de ces questions, mais par rapport aux langues, donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, j'ai beaucoup aimé ce que Gonçalo a dit aussi, cette perspective du texte central, mais aussi je pense qu'en tant que professeur de langue de portugais ou de français, comme j'ai enseigné, je pense qu'il faut toujours avoir cette conscience qu'avec une langue étrangère, quand on apprend, quand on enseigne, qu'on devient un autre. Et ça, c'est très important, même pour la notion de théâtre. On devient un autre, mais en étant soi-même. Donc déjà, on a cette dilemme et cette question de changement. Et donc forcément, deux cas. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il me suffit de changer de langue pour avoir plus
Mal à la gorge, on peut plus au moins. Je n'ai pas mal à la gorge de la même façon quand je parle une ou l'autre langue, forcément. Donc mon corps est respecté de l'autre façon. Mais surtout, cette question qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment, avec une langue étrangère, le pouvoir accéder, pouvoir élargir notre cerveau, pouvoir accéder à d'autres formes de pensée, de concevoir le monde, les structures symboliques, l'imaginaire, de concevoir l'autre, et c'est très enrichissant. Le temps et l'espace. Et je fais un peu, j'essaie de faire un petit peu ce genre d'enseignement en grammaire, pas faire seulement les conjugaisons verbales, mais par exemple d'expliquer qu'en portugais il suffit, avec les démonstratifs, de démontrer, c'est très différent du français, on a déjà un espace qui est tridimensionnel, différent du français. Entre ceci et en cela, en portugais, c'est beaucoup plus compliqué, on a une notion plus élargie de l'espace, ou la notion du temps, parce qu'il y a des temps qui n'existent pas en français. Donc, déjà, c'est très enrichissant pour nous tous de faire cette réflexion. Et je pense que vraiment habiter une langue, je pense que c'était le très bon mot à partir du texte, l'habiter, être... c'est vraiment peut-être ce que j'aimerais transmettre à mes étudiants avec toute une pédagogie. Et c'est vrai que cette question qui a été aussi ici évoquée, la question soit des accents, soit des fautes, il ne faut pas trop s'y prendre parce qu'il faut voir que l'étudiant est toujours entre deux, entre un attachement à une langue maternelle, forcément, et une langue étrangère. Il y a beaucoup de sortes de recouses qui vont empêcher soit l'accent, parce que l'étudiant peut avoir peur, simplement, peut avoir peur par beaucoup de raisons, d'accent, problèmes phonétiques ou morphologiques, mais d'autres, parce que quelquefois il y a une idée tellement, une idée de la langue, elle est tellement belle, elle est tellement extraordinaire qu'on n'ose pas parler dans cette langue parce qu'on a peur de ne pas faire des fautes, on va dire de façon traditionnelle. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Je privilégie aussi beaucoup dans une langue la question des sonorités. La même chose quand je vais au théâtre, je n'ai aucun problème d'aller au théâtre en russe ou en flamand, langue que je ne parle absolument rien. Évidemment, s'il y a un petit peu de sous-titres, ça m'aide beaucoup, parce que c'est vrai que le rythme déjà nous emporte. Et je pense qu'on peut commencer l'enseignement d'une langue avec les questions de rythme, comme on creuse le lit pour un fleuve, il n'y a pas de fleuve encore, mais le fleuve viendra peu à peu, et le rythme va nous construire. Et donc, dans ce sens, je pense qu'on est très proche d'une poétique entre le sens, entre le son et le sens. Et c'est plus ou moins par là que je me situe. Merci beaucoup. Merci. Donc, moi j'aimerais juste avant, nous allons maintenant aussi, on va pas rester là, donc on va demander à nos collègues qui viennent du FET pour présenter leurs travaux. Je voulais juste faire de vous demander, tout à l'heure nous avons avec nous Katia Schubert, Giuliana Pias et Alessandro Benucci et aussi Justine, oui. Donc, nous allons parler, nous avons 6 langues entre nous qui vont arriver tout à l'heure.